Bien, donc, ce petit webinaire que nous faisons aujourd'hui a pour thème donc, l'EDR. En gros, je dirais, quand l'IA révolutionne la détection et les menaces et la réponse à l'incident. Nous ferons la présentation donc, avec donc Nicolas Noël, et qui est notre RSSI, qui est donc le responsable de la sécurité du système d'information chez Bfleet, et moi-même, Vincent Guanard, directeur de clientèle sur la région du Morbihan. Donc, Bfleet et la cybersécurité, c'est quelque chose que nous avons depuis très longtemps. Il faut savoir que nous sommes experts cyber depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'on est reconnu par, je dirais, un label qui nous permet de proposer à nos clients tout un panel de produits en lien avec la cybersécurité. C'est pour ça que Nicolas gère un service composé de 5 personnes qui sont autour de la partie sécurité. En plus, un des éléments importants, c'est le RGPD depuis juillet 2018, pour lequel, en fin de compte, on est hyper vigilant par rapport à la manière dont nous travaillons avec nos clients. Quand on, quand on a ce label, ça nous permet, en fin de compte, d'avoir aussi, en fin de compte, une expertise technique assez pointue qui permet d'assister et d'accompagner, je dirais, tous nos clients et prospects dans ces environnements. Merci Vincent. Je te prends le relais? Tout à fait, merci. Ok, on va parler un petit peu de panorama de la menace actuelle avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, Nous, nos clients sont des PME, TPE, collectivités locales, dans tout le cas nord-ouest de la France, hein, grosso modo. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que la faillite des PME après une cyberattaque, ce n'est plus du tout une légende. Les impacts d'une attaque, ils sont en disponibilité du SI, en intégrité des traitements de données et en confidentialité des données. Donc, ça entraîne des impacts comme la publication de données confidentielles, de la perte d'activité, de la coupure d'activité, des impacts sur la confiance des clients, des partenaires, du vol d'argent, hein, des pertes de fonds directes. Euh, En fait, ce qu'on constate régulièrement, c'est ça, c'est ce faux mail de mise à jour des mots de passe qui est reçu. Personne ne tombe dans le panneau, sauf peut-être le commercial itinérant. Désolé pour les commerciaux, Vincent. Euh, Parce que lui, il traite les mails plus vite que son ombre, c'est son métier. Alors, bah voilà, le pirate repart avec des identifiants, il peut se connecter au compte du commercial. Il va y trouver des devis, des échanges, et puis un lien de connexion pour le VPN d'entreprise. Alors, il va se connecter sur le VPN, il va trouver un serveur confortable, vous commencez à déployer ses outils. Et puis, bon, voilà, c'est là que ça commence. Le serveur n'est plus disponible et l'attaque se répand. Les exemples, ils manquent plus dans la presse générale depuis quelques années. Ça fait parfois la une des journaux de la presse généraliste comme Le Monde. Les centres hospitaliers, notamment, subissent régulièrement des incidents graves. On a Rennes qui s'est fait toucher la semaine dernière et qui est encore en train d'essayer de s'en remettre. Ce sont des incidents qui sont régulièrement graves parce qu'ils ont des impacts très lourds qui peuvent durer plusieurs semaines et parfois aller jusqu'à plusieurs mois avant le retour à la situation normale. Euh, Quelques chiffres du CESAN, le club des experts de la sécurité informatique et du numérique, sur la confiance des entreprises. Grosso modo, 50% des entreprises estiment avoir un niveau élevé de menaces relatives au cyberespionnage et grosso modo, 50% s'estiment inquiets face aux risques cyber. Ce que nous dit l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des SI, c'est que globalement, malgré les événements en Russie et en Ukraine, la menace informatique a assez peu évolué ces 3 dernières années. On maintient un niveau élevé de menaces en termes d'espionnage sur tout ce qui est organisme public ou privé. Et plus que jamais, leurs recommandations de bonnes pratiques de sécurité sont nécessaires. De quoi est-ce qu'on parle en termes d'attaque? Très clairement, et nous on constate sur le terrain, on fait de la réponse à incident pour nos clients et pour nos prospects. Le hameçonnage, alors phishing en anglais, spear phishing, phishing à la lance, c'est-à-dire phishing ciblé sur des personnes.
Le hameçonnage, il est omniprésent. C'est cet email que vous recevez qui ressemble à un mail que vous attendriez, qui va vous demander, avec une certaine urgence, avec une certaine contrainte, de renseigner votre mot de passe, de donner votre adresse email, etc. Le hameçonnage, c'est omniprésent, c'est la porte d'entrée des attaquants. Je crois que sur tous les incidents de sécurité que j'ai eu à traiter depuis 2-3 ans, il y a toujours eu du hameçonnage en porte d'entrée initiale. Assez similaire à l'hameçonnage dans la technique, dans la mise en œuvre, pas vraiment dans les conséquences, mais il y a l'arnaque au président, parce que c'est de l'ingénierie sociale. Donc je vais aller demander avec urgence un virement à une personne un vendredi soir vers un nouveau RIB. Mais dans le trio de tête, on retrouve aussi l'exploitation d'une faille, donc les vulnérabilités, les défauts de configuration informatique, mais aussi l'absence de correctifs de sécurité. Alors les coûts totaux des attaques sont très durs à calculer. S'il y a un consensus sur le sujet, c'est ça, c'est que c'est extrêmement difficile de mesurer le coût total d'un incident de sécurité. Ça va s'étaler sur des années, c'est impossible à mesurer. Pour autant, dans les conséquences, sans surprise, c'est l'atteinte à la production qui est la plus lourde. La perte de production, hein, c'est ce qui est craint le plus et c'est ce qu'on observe rapidement. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le petit trio qui est juste derrière. Le vol de données confidentielles, les éléments de processus, les savoir-faire de l'entreprise, l'atteinte à l'image, la perte d'image, l'impact médiatique auprès des fournisseurs, des clients, des partenaires. Euh, et puis, les victimes, souvent, ça va de pair avec l'atteinte à l'image. C'est la visibilité de cet incident, de l'indisponibilité d'un site web, par exemple, par le grand public ou par une partie large de leurs interlocuteurs. Alors, notre équipe, la cybersécurité de VFIT, on propose un panel d'offres qui s'étoffe selon les besoins qu'expriment nos clients, mais j'ai envie de dire aussi et surtout de ce que l'on constate en réponse à un incident. On constate des vulnérabilités, on constate des défauts de sécurité, donc on propose des solutions pour y remédier. Notre offre, elle se distingue en deux grandes parties. On a envie de dire une partie Blue Team, partie défensive, c'est les gentils, et une partie Red Team à droite, partie plus offensive. On va se placer plutôt dans la peau d'un attaquant pour aller tester le niveau de sécurité. On a globalement une partie de l'offre assez orientée sensibilisation, formation à la sécurité, avec de la sensibilisation en présentiel ou en distanciel, de l'e-learning, de la formation à la sécurité pour les responsables informatiques, pour les administrateurs, les personnes qui ont des privilèges informatiques élevés, les acteurs de la sécurité du SI. De l'EDR, mais ça, on va en parler plus longuement après. On propose aussi de l'audit de sécurité, audit de conformité, audit organisationnel. Voilà, ça va dépendre de votre contexte. L'idée, c'est de s'intéresser à la sécurité sous tous ses aspects, sous toutes ses thématiques, de la sécurité physique à la sécurité des équipements, en passant par la configuration des pare-feux, l'organisation, la sensibilisation à la sécurité, etc. On propose aussi de l'authentification à 2 facteurs pour nos clients qui sont en Office 365, parce c'est un quick win, c'est un rapport coût-bénéfice qui est excellent. Côté offensif, côté Red Team, on propose de l'audit technique de sécurité. Il s'agit de passer des scanners de vulnérabilité pour recenser des défauts de sécurité, l'absence de correctifs de sécurité, mais aussi des problèmes de configuration qui peuvent être exploités par des attaquants. En fait, sur toute la partie Red Team, on va utiliser les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes méthodes que des attaquants, ce qui apporte un certain pragmatisme dans l'approche. On propose aussi du hameçonnage. On envoie, comme les attaquants, des emails malveillants qui renvoient vers des sites web malveillants qui sont à nous. On est payé pour faire ça, donc on, on vous garantit de ne pas vous faire de mal en échange. Ça permet de tester vos défenses, ça permet de tester votre niveau de sensibilisation surtout, et d'adapter votre sensibilisation en fonction. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. On propose enfin des tests d'intrusion web pour tout ce qui va être application web, donc un site publié sur Internet ou une application interne comme un intranet. L'idée là, c'est vraiment de se placer dans la peau d'un attaquant. On va utiliser les mêmes techniques, les mêmes méthodes, et on va essayer de descendre le plus bas possible, d'avoir le plus de privilèges sur les machines, de voir quels dégâts on pourrait causer si on le souhaitait. On recense les vulnérabilités, on liste les plans d'action pour y remédier. Assez sur l'offre sécurité VFleet, je propose de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par parler d'antivirus.
Alors, bon, globalement, ici, il y a une simplification volontaire qui est faite, hein. La réalité du du monde de ces logiciels, c'est que c'est une gamme de produits anti-malware, c'est un spectre continu, très complexe. Mais dans les grandes lignes, un antivirus, à la base, c'est un logiciel qui est conçu pour identifier, neutraliser, éliminer des logiciels malveillants. Hem, Son principe de fonctionnement de base, il détecte, des logiciels malveillants sur la base de signatures. Il prend des empreintes cryptographiques de tous les fichiers qu'il rencontre. Il les compare avec une base de données de signatures malveillantes connues et si, on a le bingo, il va réagir et donc il va mettre en quarantaine des fichiers et fermer les processus qui sont en lien avec ces fichiers et qu'il estime être malveillants. Voilà, ça c'est l'antivirus, c'est ce que le monde a connu pendant longtemps, pendant des dizaines d'années. Sauf que depuis quelques années, on en entend suffisamment parler dans la presse, il y a eu ce changement de paradigme que sont les rançongiciels. Ransomware en anglais, CryptoLocker aussi parfois. On va parler de rançongiciel ici. Hem, Rançongiciel, c'est un logiciel malveillant, c'est un malware dont le but, du jeu est de chiffrer les fichiers d'un poste ou d'un serveur, d'un SI dans son ensemble quand il en est capable, pour demander une rançon en échange de la clé de chiffrement. On vous l'a probablement déjà dit, je vous le redis quand même, ça fait pas de mal, ne payez jamais la rançon. La garantie de retrouver vos fichiers, elle est faible, elle est pas nulle, mais elle est faible. Mais surtout, si jamais vous faites ça, vous vous présentez comme une victime et les attaquants reviendront, c'est certain. Ce que je veux dire sur les rançongiciels, pourquoi je parle d'un changement de paradigme, c'est que ce sont des armes très poussées. En fait, à la base, on pense que ce sont surtout des armes étatiques, des logiciels qui sortent des bureaux de la NSA ou d'Israël. Hem, En fait, un rançongiciel, c'est pas un malware, c'est un agrégat de 200, 300 malwares. On parle de charge utile et on observe des comportements particulièrement dangereux comme, le ciblage des sauvegardes et des Active Directory en priorité, pour empêcher la victime de pouvoir redémarrer. La capacité à dormir plusieurs mois sur le SI pour qu'on ne puisse pas, pour infecter toutes les sauvegardes pendant un bon temps, assurer que la victime n'ait pas de sauvegarde non corrompue dont il pourrait repartir. Hem, Parmi toutes ces charges dont je vous parle, bah, il y a plusieurs phases, hein. Il y a l'intrusion, la communication avec le contrôle commande, la latéralisation, c'est le déplacement sur le reste du SI et cetera et cetera. En fait, ce que le rançongiciel va avoir comme avantage fou, c'est que pour chaque phase, il va avoir des dizaines de charges utiles et donc il va essayer jusqu'à ce que ça marche, en fait et ça finira par marcher. Petit point qui vaut le coup d'être noté, c'est qu'il y a une partie importante de ces charges et de plus en plus importante, dans les ransomware qu'on observe, qui est dédiée à ce qu'on appelle l'évasion des défenses, c'est-à-dire la lutte, antivirus, la lutte anti-EDR. Il s'agit d'échapper à la détection, de rester sous le radar le plus longtemps possible en enfumant les logiciels de détection. Il s'agit de survivre aux tentatives de neutralisation et d'élimination et parfois, même pour les plus agressifs d'entre eux, il s'agit de s'attaquer directement à l'anti-malware, donc rendre les antivirus inopérants. On va partir sur un petit cas concret. Windows Defender aujourd'hui, c'est toujours considéré comme un des meilleurs antivirus, le meilleur antivirus gratuit du marché. Si on prend un PC sous Windows 11, dernière version, à jour de tous les correctifs de sécurité, Windows Defender est activé avec tous les paramètres de sécurité. Le système d'exploitation est correctement configuré et durci, avec le pare-feu activé bien réglé, avec l'UAC, le contrôle de compte utilisateur. Voilà, on est dans un cas optimal, ça n'existe pas, mais on va quand même supposer qu'on y est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter à ce PC qui est très correctement configuré et bien protégé, des vieux ransomware, des vieux rançongiciels. On ne va pas se payer le luxe de lui présenter des dernières versions. On va lui présenter des rançongiciels qui sont connus. Alors ici, c'est Jester, qui tourne sur ce PC dans notre labo. Ce qu'on observe, c'est que bon, là, on est en plein écran avec le message de demande de rançon. C'est trop tard. Les fichiers sont chiffrés, le timer tourne. Ce qu'on observe en bas à droite, c'est que Windows Defender l'a détecté, et explique qu'il est incapable de le traiter, en fait. Il n'arrive pas à agir suffisamment fort pour, le faire disparaître. Un autre exemple ici avec Scarab, un vieux ransomware de 2018. Alors vieux, tout est relatif, hein. On voit sur les notifications Windows à gauche que Defender le détecte et le classifie correctement. Il explique ransomware found, donc il sait qu'il a fait face à un rançongiciel et on voit des notifications, qui expliquent qu'il n'arrive pas à le traiter. En fait, il arrive partiellement à traiter
il se fait enfumer par le rançongiciel et il perd la bataille. Donc on voit en bas à droite les fichiers du disque dur qui sont chiffrés en extension .scarab, ce qui est l'extension du ransomware. On voit le README, le message bienveillant qui vous explique que vous vous êtes fait avoir, qu'il va falloir payer et qui vous explique même comment acheter des bitcoins si vous ne savez pas le faire. Un dernier, je passe rapidement dessus, Shell Locker, pareil, un ransomware pas particulièrement récent. On empile des notifications Windows Defender en bas à droite, détection, classification, mais incapacité à traiter la menace. Donc avant de rentrer dans Sentinel-One, on va parler d'EDR de manière générale. EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc en français, détection et réponse sur terminaux. Par terminaux, on veut dire généralement PC et serveur, hein. C'est une technologie qui a émergé en 2015-2016, qui a rapidement rendu les antivirus classiques obsolètes. Les fournisseurs d'antivirus qui n'ont pas passé le pas de l'EDR sont en train de disparaître. L'EDR est clairement né du constat que les antivirus ne pouvaient pas faire face aux rançongiciels, ni aux APT, Advanced Persistent Threat, qui est une classe de menaces avancées dont fait plus ou moins partie le ransomware. Qu'est-ce qu'apporte un EDR? Donc ici, on est sur l'exemple de Sentinel-One. Dans les capacités de détection, on a toujours ce moteur de réputation, signature. On va prendre des empreintes de fichiers et on va les comparer à une base de données. Ça reste nécessaire, ça reste le gros de la détection de menaces, mais ça reste insuffisant face à des menaces avancées. Les deux moteurs qui vont apporter la grosse différence sont des moteurs à intelligence artificielle, que sont l'IA statique et l'IA comportementale. L'IA statique va analyser le code en profondeur de tous les logiciels qu'il rencontre pour détecter des capacités dangereuses ou des capacités offensives. L'IA comportementale va contrôler tous les agissements de ressources logicielles sur une machine pour détecter des comportements dangereux, pour détecter des comportements, des débuts de comportements offensifs. Et sur la base de ce qui va sortir de ces deux moteurs d'IA, il va se construire des scorings, des indicateurs de menaces qui vont lui permettre, en passant certains seuils, de déclencher de la réaction. Je passe rapidement sur les autres moteurs de détection qui sont moins utilisés, moins nécessaires, mais qui permettent de couvrir le scope des menaces à 360 degrés. Mouvement latéral, exploit et attaques sans fichier vont plutôt s'intéresser aux agissements, c'est-à-dire un attaquant qui serait déjà sur votre SI et qui ferait des actes d'administration malveillants. Documents et scripts s'intéressent notamment aux macros des fichiers Excel, etc. Et containers s'intéressent à ce que contiennent des conteneurs comme Kubernetes, par exemple. Donc vous l'avez compris, la différence importante au niveau de la détection avec un antivirus, ça va être sur ces moteurs d'IA qui vont permettre d'étendre la détection à des menaces non connues ou des menaces qui changent de forme régulièrement. Mais c'est aussi sur la réponse, c'est dans le titre, hein, EDR, détection and response, c'est là que se fait la différence. Dans les capacités de réponse, un EDR comme Sentinel-One fait aussi de la mise en quarantaine de fichiers et de la fermeture de processus comme le ferait un antivirus classique. On ajoute à ça la remédiation, c'est-à-dire que le moteur d'IA comportemental va loguer tous les agissements d'une menace. Il va donc être capable de les inverser, c'est-à-dire au moment où je me décide à réagir, je vais changer les clés de registre qui ont été modifiées, je vais redéplacer les fichiers ou renommer les fichiers qui ont été renommés, désinstaller les ressources logicielles qui ont été installées, etc., etc. Mais enfin et surtout, les capacités de restauration de sauvegarde et d'isolation réseau sont celles qui font la différence sur la réaction à du ransomware notamment. La restauration de sauvegarde, Sentinel-One prend des clichés instantanés, des sauvegardes Windows régulièrement et les copie dans un conteneur chiffré pour les garder au chaud. Il est capable, lorsqu'il pense faire face à un ransomware, en dernier recours, de lancer une restauration automatique de la machine pour effacer toute trace de la compromission. Il est aussi capable d'isoler par le réseau, c'est-à-dire de dire de supplanter le pare-feu de la machine, de lui interdire de communiquer sur tous les ports et sur toutes les adresses IP, sauf avec la console Sentinel-One, qui est une console SaaS, Software as a Service, Cloud, ce qui nous permet de garder les données de télémétrie sur ce qui se passe, ce qui nous permet de garder le contrôle sur l'équipement, et ce qui empêche à la menace de se déplacer, de se latéraliser sur le reste du système d'information. On l'a constaté sur des vraies menaces qu'on a observées chez des clients. Quand on fait face à un ransomware qu'on a réussi enfin à détecter via un moteur d'IA, les ordres de quarantaine, de fermeture de processus et souvent de remédiation ne marchent pas. Les ransomware arrivent très bien à les parer.
C'est régulièrement la restauration de sauvegarde qui est le seul moyen d'éliminer toute trace du ransomware. Alors ici, on se prend le luxe d'un ransomware le plus récent que j'ai pu trouver. Il s'appelle Risida, c'est un ransomware qui date de mai 2023. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout ça est issu de la documentation SentinelOne qui sont très verbeux sur YouTube notamment. Dès qu'un nouveau ransomware sort, ils sont fiers de montrer leur capacité à le détecter et à réagir. Ce qui est intéressant sur Resida, c'est que c'est pas un ransomware dont on va réussir à prendre une empreinte qui va rester fixe dans le temps. Donc il est toujours détecté en dynamique sur ses capacités. On voit ici que le type de détection est dynamique. On a des indicateurs de menace sur la droite de l'écran. Alors des indicateurs qui le classifient comme étant un ransomware, on en a plusieurs ici. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les capacités d'évasion qu'on liste ici. Alors j'ai du mal à lire sur mon écran, mais on a un ensemble de comportements, de techniques connues de malware pour réussir à rester sous le radar d'un EDR ou d'un anti-malware. Et justement, c'est ces techniques qui permettent à SentinelOne de le détecter. Rapidement, je vous montre ici, sur ce même ransomware, parmi la palette d'outils que SentinelOne nous offre, il y a notamment cette timeline, je ne sais plus comment il l'appelle, storyline, voilà. On a un ensemble d'outils d'investigation et d'aide à la décision qui font gagner un temps précieux à l'équipe. Ce que vous voyez ici, c'est une synthèse de 8000 lignes de log qui ont été prises sur une courte durée de 15 minutes, qui est synthétisée sur un écran très interactif et qui nous permet de ne pas avoir à analyser 8000 lignes et de pouvoir nous donner un avis rapide sur le niveau de menace, le fait que ce soit un vrai positif ou un faux positif, et sur les réactions qu'on doit mettre en œuvre. Un dernier exemple de ransomware. C'est un ransomware qui a été détecté et stoppé chez un client. Tout s'est passé en automatique. Nous, on a été, pour le coup, à la sécurité, on a gardé les doigts au-dessus des touches. On a regardé ce qui s'est passé. Alors, c'est un client à nous qui a une grosse croix rouge dans le dos, il semblerait, hein. Ils sont régulièrement la cible d'attaques assez intéressantes. Là, c'est une vraie belle arme. C'est un ransomware qui est signé par un certificat volé qui était déjà vérifié par SentinelOne, donc qui avait vraiment tous les airs de quelque chose de légitime, qui a été détecté par un moteur Not Static AI Suspicious, c'est-à-dire un moteur à faible niveau de confiance de la part de SentinelOne, c'est-à-dire qu'il n'était pas sûr de lui. Mais un ensemble d'indicateurs de menace ont pu être compilés, notamment des capacités de vol d'informations dans le Windows Vault, dans les mots de passe de Chrome, etc., des capacités d'évasion, etc., etc. Ce qu'on a pu constater, c'est que quand SentinelOne a fini quand le ransomware a commencé à agir de manière offensive, c'est-à-dire contacter son serveur de contrôle commande chez l'attaquant, SentinelOne s'est suffisamment inquiété pour s'autoriser à réagir. Et on a constaté que les ordres de fermeture de processus, de mise en quarantaine de fichiers, de remédiation ne passaient pas. Ils n'étaient pas efficaces. Il n'y a que le rollback, la restauration depuis un point de sauvegarde, qui a pu effacer la menace. Je vous propose de parler un peu de SentinelOne. SentinelOne, d'après le dernier Gartner d'octobre 2022, c'est un leader sur les solutions de protection des endpoints, le cadran en haut à droite. On l'a choisi pour sa simplicité de mise en œuvre et d'exploitation, qui était un facteur critique pour notre cœur de métier, hein, qui est celui des TPE, PME et collectivités locales. On l'a choisi aussi notamment pour le support, qui est assez rare chez la concurrence, le support des OS obsolètes. On descend jusqu'à du Windows XP, jusqu'à du Windows 2003, et la large couverture de toutes les distributions macOS et Linux. Les derniers tests techniques montrent les meilleures performances techniques du marché en termes de faux positifs et en termes de capacité de détection. Je ne vous parle pas d'XDR, on pourra en parler plus tard si ça intéresse des personnes, mais globalement, SentinelOne, comme la concurrence, est en train d'enrichir les capacités de DR avec des connexions à d'autres applications, de sécurité ou non, avec des pare-feux, avec des routeurs, etc. Voilà, on a choisi SentinelOne parce que c'était vraiment la solution qui faisait sens sur notre cible de client. Je vais vous présenter un peu le travail notre façon d'opérer, de déployer et d'opérer SentinelOne, notre doctrine d'emploi de cet outil.
Ce n'est pas le cas de tous les prestataires, de toutes les sociétés qui font le choix de SentinelOne. Je vais vous présenter notre façon de le mettre en œuvre. 2 semaines avant le déploiement chez un nouveau client, nous proposons à notre client d'avoir un accès en lecture seul s'il le souhaite ou en administration s'il le souhaite à la console cloud. Je tiens à insister dès maintenant, hein, le client n'a pas besoin d'agir. Nous opérons SentinelOne en mode MSSP. Nous nous occupons de tout de A à Z. Et nous pouvons leur fournir un accès en lecture pour pouvoir contrôler notre travail, mais aussi un accès en écriture pour ce que je qualifierais de support de niveau 0, c'est-à-dire un premier niveau d'investigation s'il y a un doute sur un problème d'interopérabilité, un problème de fonctionnement. Toujours à 2 semaines, on configure la console pour pouvoir accepter le client. À 1 semaine, un technicien terrain fait ce qu'on appelle une visite survey. Il va contrôler le parc du client pour vérifier que les prérequis techniques au déploiement sont là et pour identifier les applications spécifiques, les applications métiers du client qui ne sont pas des grands standards de l'industrie et pour anticiper sur d'éventuels problèmes d'interopérabilité avec l'EDR. Les EDR ont beaucoup de problèmes d'interopérabilité avec beaucoup de logiciels. C'est pour ça que nous, on fait ceinture et bretelles. On anticipe fort là-dessus parce qu'on a une tolérance zéro sur les problèmes d'interopérabilité. On ne veut pas de ralentissement, on ne veut pas de problème de fonctionnement chez notre client, pas dû à de la sécurité, ça serait dommage. Le déploiement se fait, on continue à superviser cette interopérabilité. Pendant les 2 à 5 premières semaines, ça va dépendre de la complexité du SI, de sa taille surtout, on va déployer SentinelOne en mode de détection uniquement. Il n'a pas le droit d'agir tout seul et on garde l'ancien antivirus en parallèle. L'idée, ça va être que la cellule cybersécurité va entraîner les moteurs d'IA. On va lui apprendre notamment à discriminer des faux positifs, c'est-à-dire ces logiciels qui sont moches, mal codés, qui possèdent des vulnérabilités, qui ont des comportements suspects, ou alors les comportements d'administration qui sont étranges, qui ne sont pas dans les grands standards des bonnes pratiques de sécurité. On va lui apprendre que ces comportements dans certains contextes sont normaux chez ce client. Et ça va permettre de réduire le taux de faux positifs le plus bas possible. Pareil, on a une tolérance très faible à ça. Donc on veut le faire tendre vers 0 le plus tôt possible. À la fin de cette période d'apprentissage, on bascule. On désinstalle l'ancien antivirus et on active SentinelOne en mode de protection. À partir de là, SentinelOne a la main pour réagir automatiquement sur les menaces quand il a un fort niveau de confiance. Et là commence notre travail d'exploitation. L'exploitation, mais aussi le MCO. L'exploitation, c'est notre doctrine d'emploi de SentinelOne, c'est que tous les incidents de sécurité détectés doivent être revus manuellement par un opérateur de ma cellule. Le but du jeu, c'est de, comme je vous le disais, hein, cette tolérance zéro au faux positif. Il peut y avoir un faux positif après la période d'apprentissage, au bout d'un an, parce que vous avez installé un nouveau logiciel, parce que il y a une mise à jour majeure d'un logiciel, parce qu'il y a un nouvel utilisateur avec un nouveau comportement. En revoyant tous les incidents de sécurité manuellement, on s'assure que ces faux positifs, on les garde le plus bas possible. Ça nous permet aussi de gérer les incidents de sécurité avérés, s'assurer que SentinelOne a bien fait son travail et de l'appuyer pour faire plus le cas échéant. Mais surtout, il s'agit de traiter en urgence les déconnexions réseau. Dans les cas extrêmes, quand SentinelOne fait face à une menace qu'il estime grave, avec des capacités ou qui a démontré des capacités de propagation par le réseau, il va déconnecter la machine du réseau, je vous le disais. Ça peut être impactant quand c'est le PC d'un utilisateur, ça peut être très impactant quand c'est un serveur de fichiers, un serveur applicatif. C'est pourquoi on traite ces événements avec urgence. On a une supervision qui est relayée sur les téléphones portables de l'équipe et voilà, on les traite avec la plus grande urgence. Mais surtout, notre valeur ajoutée, elle se trouve beaucoup dans le MCO, le maintien en condition opérationnelle de SentinelOne. Ce sont des très beaux produits, très complexes à mettre en œuvre et qui demandent beaucoup de connaissances et de temps de travail pour continuer de fonctionner de manière optimale dans la durée. Il peut y avoir des petits conflits qui apparaissent. Il s'agit de faire du troubleshooting. Il va s'agir de mettre à jour les agents à l'apparition des nouvelles versions. Il va s'agir de superviser leur fonctionnement. Et on a un ensemble de checklists quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, etc. Il s'agit de contrôler un large panel d'éléments de configuration qui sont sensibles
et qui ont une tendance à la dérive dans le temps avec les mises à jour de la console, des agents, etc. Voilà, l'idée, c'est de maintenir un niveau de sécurité élevé et de prévenir l'absence de dérive et de problèmes de fonctionnement. Je vais vous présenter un petit peu la console. Ce que vous voyez ici, c'est la première page d'accueil, le dashboard, le tableau de bord. C'est complètement configurable. Ce sont des petits widgets. Sentinel a accès à beaucoup d'informations sur les endpoints, sur leur sécurité, sur le fonctionnement des agents, les applications installées, etc. C'est étonnamment un bon outil de gestion de parc. On ne s'y attendait pas, mais c'est un petit plus que j'apprécie en tant qu'RSSI. Voilà, ce dashboard est complètement configurable, exportable, partageable. Et ce que vous voyez ici, c'est celui que j'ai mis en œuvre parce que c'est celui que je regarde quand j'arrive le matin au travail. Ici, je vous montre l'onglet dit Sentinel qui permet de visualiser les endpoints, les terminaux, avec les agents. Vous pouvez, depuis cet écran, lancer des actions sur les équipements, comme les redémarrer, comme tout ce qui va être gestion des agents. Vous pouvez aussi prendre la main à distance sur les terminaux avec dans la console web un invité de commande qui émule du PowerShell sur Windows, du Bash sur Linux et l'équivalent sur macOS. Pour finir, aller plus loin avec Sentinel-One. Alors pour information, Sentinel-One, depuis le rachat de Zimperium, qui était une excellente solution de protection des terminaux mobiles, donc Sentinel-One couvre aussi les terminaux mobiles. Ça marche sur Android, iOS et Chromebook. Point très important, ça requiert un outil de gestion de flotte mobile, une MDM, pour le déploiement et pour le bon fonctionnement. Globalement, un anti-malware sur mobile n'a que peu de sens en l'absence de solution de gestion de flotte mobile. Sentinel-One Mobile va faire tout ce que fait Sentinel-One que je vous ai présenté, avec des petits plus qui sont assez spécifiques sur les mobiles, notamment autour de tout ce qui est phishing, hameçonnage. Et pour finir, Sentinel-One, c'est le cœur du sujet, c'est cette EDR que je vous ai présenté en longueur aujourd'hui. Mais Sentinel-One, c'est une solution de sécurité qui va beaucoup plus loin que ça et qui permet de faire des choses assez formidables. Ce sont des fonctionnalités avancées qui demandent pas mal de connaissances, qui demandent pas mal de travail pour être mises en œuvre. Toutes ne sont pas pertinentes sur notre typologie de clients. On a des fonctionnalités avancées passionnantes comme hologramme, qui coûtent très cher et qui n'ont que très peu de sens chez nos clients, mais qui s'entendent pour des sociétés du CAC 40 ou SBF 120 ou autres. En attendant, il y a quelques fonctionnalités qui nous semblent très pertinentes pour nos clients, dont nous sommes en train de finaliser notre préparation et que nous nous apprêtons à offrir à nos clients progressivement. Ranger en premier. Ranger est un outil de scan réseau dans les grandes lignes. Mais contrairement à cet outil que vous allez placer quelque part sur votre SI, qui va scanner l'ensemble du réseau et essayer de vous remonter ce qu'il a détecté, Sentinel-One se sert des agents Sentinel-One, donc de tous les PC et les serveurs, pour scanner les alentours et remonter tous les équipements détectés. Il va se servir de moteurs d'intelligence artificielle pour faire ce qu'il appelle du fingerprinting, donc de la classification de ces équipements. Il va être capable de vous remonter tout ce qui a une IP en vous disant si c'est une caméra sur IP, une Smart TV, un routeur Cisco, etc. etc. Ça permet de faire des choses assez formidables. Déjà, pour les équipements dont on a raté le déploiement, les équipements qui sont nouvellement arrivés, qu'on n'a pas déployés, qui sont des PC ou des serveurs, vous allez pouvoir déployer Sentinel-One sur ces équipements de force via le réseau, via les PC et serveurs qui sont pas très loin de lui, en lui fournissant des éléments d'authentification de l'Active Directory. Donc ça permet de s'assurer d'une couverture à 100% du scope du SI. Et au-delà de ça, en scannant l'ensemble du réseau, ce que Ranger vous permet, c'est de passer à la main sur chacun de ces équipements que vous avez détectés et de dire si vous les connaissez ou si vous ne les connaissez pas. La caméra, la smart télé de la salle de pause que vous connaissez, vous allez la taguer en vert, par exemple. C'est bon, je la connais. Je peux rien faire de plus. Je vais pas lui déployer Sentinel-One, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous détectez un équipement que vous ne reconnaissez pas et qui vous paraît suspect,
vous pouvez le classer en rouge. Vous pouvez même aller jusqu'à l'isoler du réseau. C'est-à-dire que vous allez rapidement pouvoir expliquer à tous vos agents Sentinel-One qu'ils n'ont pas le droit de communiquer avec cet équipement. Et donc, vous l'isolez mécaniquement de votre système d'information. C'est une fonctionnalité équivalente à ce qu'on appelle du NAC 802.1x, Network Access Control, qui est une technique qui coûte très cher et qui est très lourde à maintenir, à faible coût et à faible complexité de mise en œuvre. Ranger AD est une autre fonctionnalité dont on est en train de débuter l'étude, qui a vocation à scanner la vulnérabilité d'un Active Directory et à même y remédier automatiquement dans une certaine mesure. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités, mais il y en a surtout une dernière que je voudrais vous citer, c'est le niveau de licence complete avec la licence XDR. Complete propose de collecter des journaux, des logs, beaucoup de logs sur tous les équipements déployés, donc logs de base de données d'applications, système d'exploitation, etc., réseaux, etc., etc. Et de faire de la recherche partiellement automatisée sur ces logs. En fait, c'est une fonctionnalité équivalente à celle d'un CIEM, Security Information and Event Management, qui est l'outil principal d'un SOC, d'un Security Operations Center. Et c'est là que je voulais arriver, c'est que ces fonctionnalités avancées-là de Sentinel-One ont vocation à remplacer les outils d'un SOC en intégrant le CIEM, l'XDR, l'EDR et d'autres fonctionnalités de sécurité. On a une solution qui a vocation à adresser la sécurité des terminaux et du SI de bout en bout. Vincent, je crois que c'est terminé pour moi. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Donc, c'était très riche. Nous avons le timing qui est respecté. C'est parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je lèverai le micro pour que des intervenants puissent poser des questions à Nicolas ou à moi si vous souhaitez. Alors, première question, est-ce que les grands éditeurs de stockage cloud ont des protections de ce genre? Hmm. Alors, si on prend l'exemple de Kaspersky, par exemple. Alors, les grands éditeurs de stockage cloud, je pense que Thomas veut parler d'Amazon ou d'Azure, j'imagine. Ok, merci Thomas. J'ai envie de dire oui et non. Ça va dépendre du service que vous utilisez en fait. Oui, ils ont des technologies de sécurité comparables, équivalentes, bien que différentes, parce que on a un niveau d'abstraction dans ces grands clouds, Azure, Amazon. Le concept de sécurité de réseau, le niveau de virtualisation est tellement fort qu'on est sur des concepts équivalents, mais transposés dans leur monde. Je dis quand même attention parce que plus vous utilisez un service packagé, c'est-à-dire plus vous vous rapprochez du SaaS, plus oui, bien sûr, le niveau de sécurité, il est intégré nativement dedans. Et plus vous vous rapprochez de quelque chose de IaaS, infrastructure as a service, plus ce sont vos VM que vous devez gérer, moins la sécurité est intégrée. Si vous devez gérer vous-même des VM dans du cloud Azure ou Amazon, c'est à vous de mettre de l'EDR, c'est à vous de mettre de la solution de sécurité. Il y a certains services de sécurité qui sont rendus, bien qu'une une immense partie de configuration reste à votre charge. Par contre, plus vous êtes sur des services clés en main, SaaS, plus le niveau de sécurité est intégré nativement et vous n'avez rien enfin, vous pouvez dormir tranquille. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci Thomas. Qui est l'éditeur? De quel pays vient-il? Alors, on entend parler d'Israël quelquefois. Je crois que initialement, il y avait un des fondateurs qui était israélien. Aujourd'hui, c'est californien, c'est pur américain. Voilà. L'EDR peut-il être installé sur le serveur principal et se déployer automatiquement sur les postes? Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on préconise en termes de déploiement. Alors, le meilleur cas, hein, ça reste quand même que vous ayez un outil de gestion de parc. Dans un monde parfait, vous avez un outil de gestion de parc qui vous permet de déployer Sentinel-One sur tous vos équipements.
C'est rarement le cas chez nos clients, parce que c'est un niveau de maturité SI qui est pas toujours cohérent avec leurs enjeux. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on déploie SentinelOne à la main sur les serveurs, agent par agent, mais on le déploie par GPO depuis l'Active Directory sur l'ensemble des postes de travail. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Oui, Ciel, c'est ça, on peut le déployer par GPO, tout à fait. J'ai dû être très très clair parce qu'on n'a pas beaucoup de questions. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur cette solution, vous avez alors, une question. Check tout, y compris les messageries, c'est intéressant. Alors, non, non, non. Oui, mais non. Je dirais que sur la chaîne d'attaque qui passe par une messagerie, l'EDR va couvrir le sujet, mais il va intervenir très tard. Sur une menace qui arrive par messagerie, on a un ensemble de mesures de sécurité qui peuvent venir en amont et qui devraient venir en amont. La sensibilisation de l'utilisateur, c'est facile de toujours taper sur l'utilisateur, mais c'est un vrai sujet. On va avoir l'anti-spam, on va avoir tout ce qui est sécurité native de votre messagerie. Si vous êtes en Office 365, vous bénéficiez d'un ensemble de mesures de sécurité déjà comprises. Si on imagine le cas d'un malware hein, dans un message, on va avoir le durcissement du poste, on va avoir sa configuration, le niveau de sécurité du système d'exploitation, la présence des correctifs de sécurité, etc., etc. Voilà, on a un ensemble de mesures de sécurité qui devraient toutes intercepter la menace à un moment. L'EDR, il va l'intercepter, c'est son travail, tard, réagir tard, mais il ne la rattrape pas. C'est-à-dire que il va détecter la menace au moment où elle commence à agir, au moment où elle est déjà arrivée sur l'équipement. C'est franchement tard à mon goût en tant qu'RSSI, mais il la détectera et il réagira. L'avantage de l'EDR, c'est que bon, ça permet de dormir tranquillement la nuit. L'inconvénient, c'est que du coup, en réagissant tard, on réagit souvent assez fort parce que c'est nécessaire, parce qu'on n'a plus le temps de faire dans la finesse. Et que du coup, on peut avoir des impacts métiers comme la restauration de sauvegarde, comme l'isolation réseau, qui sont impactants et qui n'étaient pas nécessaires si on avait intercepté en amont. Mais SentinelOne, ces moteurs d'IA vont analyser ce qui se passe dans les processus en lien avec la messagerie email, dans les fichiers qui débarqueront sur la machine et puis dans les agissements dus à du comportement malveillant. Donc non, il est raisonnable d'avoir un fort niveau de confiance dans sa capacité à détecter et dans sa capacité à réagir. Mais voilà, on peut juste déplorer que c'est un peu tard et que du coup, ça ne devrait pas dispenser de se conformer aux bonnes pratiques de sécurité. À votre service. On parle de coûts. Alors, donc ce principe environnement EDR, le coût est calculé sur le principe d'abonnement. Donc maintenant, je dirais la plupart des logiciels, que ce soit métier ou logiciel de sécurité, sont facturés comme les licences Office 365 sur un budget mensuel qui est basé sur le nombre de PC, le nombre de serveurs physiques et le nombre de VM que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Derrière, en fin de compte, une fois que on a en fin de compte un coût ISO qui en fin de compte sera important pour la gestion d'un budget. Donc on saura que vous avez 100 licences, vous rajoutez une 101e licence, ça sera rajouté au compteur en fin de compte du système. La partie prestation est une partie importante avec les différentes phases que Nicolas vous a présentées. Donc, la partie formation, la partie installation, la partie réalisation et la partie donc, mise en production. Là, c'est un budget qui est lié à l'installation. Vous le payez une seule fois et après, vous êtes tranquille pour, en fin de compte, une durée assez longue.
Alors, j'ai vu le bref, c'est du SaaS et j'arrive, ça m'a interpellé. Je vais juste finir pour parler de coût. Moi, ce qui me tenait à cœur en construisant l'offre, c'était d'avoir une tarification qui soit juste. Du coup, ce qu'on a voulu refléter, c'est un peu un mode de fonctionnement de police d'assurance. C'est-à-dire qu'on on veut optimalement facturer le temps de travail effectif. Donc pour ça, il y a quelques critères qui rentrent en ligne de jeu. C'est votre niveau d'obsolescence, votre niveau de sensibilisation à la sécurité, qui vont, comme une police d'assurance, en fait, augmenter ou diminuer le nombre d'heures qu'on imagine passer à travailler dessus. Et du coup, le travail qui vous est facturé, c'est ce travail de remédiation dont on parlait initialement. Et puis dans la durée, c'est le temps de travail en MCO et en administration. Voilà, juste ce que je voulais dire. Bref, c'est du SaaS. Alors je sens une certaine... Je sais pas exactement comment l'interpréter. Les points de suspension me laissent penser... Ah, peut-être pas provoque, d'accord. Me laisse penser quand même que c'est plutôt péjoratif. Ce que je peux vous en dire, c'est que les EDR, ça en parle beaucoup depuis quelques années en conférence de cybersécurité, parce que c'est un sujet qui est en plein milieu de la table, quoi. Oui, ça fait peur. En tant qu'RSSI, un outil qui est si puissant, qui a autant de droits, qui est hégémonique sur le SI, ça fait peur qu'un attaquant puisse prendre la main, que quelqu'un de malveillant puisse l'atteindre. D'ailleurs, dans l'attaque de Uber, là, Uber, je sais pas comment on doit dire, bref, les taxis, là. Ah, d'accord, pardon. Non seulement c'est un abonnement et non un achat dur de licence. Oui, non, c'est un abonnement. Bon, bah, je vais quand même finir sur ce sur quoi je m'étais lancé. Sur l'attaque de Uber, les attaquants qui étaient particulièrement taquins, provoquent pour le coup, documenter leur attaque au fur et à mesure sur Twitter. Et vraiment, le Saint Graal, c'est quand ils ont réussi à montrer une capture d'écran de la console d'administration de SentinelOne de chez Uber, parce que bon, là, ils ont montré qu'ils avaient réussi à les péter jusqu'à la moelle. Le fait que ce soit une console SaaS, c'est de remettre toute la sécurité de nos infras comme ça dans le cloud. C'est un risque, c'est un vrai risque. C'est un risque qui est mesuré. Et clairement, il y a un consensus de RSSI en France, en tout cas sur le sujet, c'est que ce sont des sujets trop sérieux pour qu'on les héberge nous-mêmes quand on fait les tailles qu'on fait. Les Total et les Areva, ils ont les capacités de l'héberger de manière sécurisée eux-mêmes. Mais nous, clairement, le calcul de risque, il est vite fait. Et pour l'instant, il est lourdement en faveur du fait de l'exploiter en mode software as a service. Pour autant, SentinelOne permet quand même de l'exploiter en on-premise, et c'est un très mauvais choix, dans notre contexte en tout cas. Ça vient en remplacement d'antivirus endpoint. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas un point sur lequel j'ai appuyé. C'est pas le cas de tous les EDR. Il y a notamment Arfanglab, qui est une excellente solution française, mais qui coûte très cher et qui nécessite qu'il y ait un antivirus sur l'endpoint, parce qu'ils disent faire de l'EDR pur, c'est-à-dire voilà, complémenter l'antivirus. Non, SentinelOne, c'est une solution tout en un. Il y avait ce moteur que je vous montrais tout à l'heure. Si j'avais retrouvé mes bébés, tac. Non, je me suis perdu. Je vais y arriver. Oui, là. Ce moteur de réputation en signature, à la base, voilà, c'est le moteur d'antivirus standard. Et donc, il vient ajouter une palette de moteurs de détection et de capacité de réponse à ce moteur-là. Ce que ça a comme avantage énorme, c'est que SentinelOne est très léger. Il est plus léger que Kaspersky, par exemple, dans son fonctionnement, alors qu'il fait 4 fois le travail. Et en plus, il a besoin d'être tout seul, quoi. C'est bien la raison pour laquelle il est important de s'assurer du sérieux et de l'honnêteté de l'éditeur, le cas échéant de sa nationalité, etc. Oui, tout à fait. On a fait un benchmark qui a été très long. On a étudié beaucoup de solutions de sécurité. Et effectivement, bah, c'était notamment au lendemain des premiers événements en Ukraine. Kaspersky s'est pris un mauvais un bad buzz. Vous avez dû en entendre parler. Donc le sujet de la nationalité, de l'honnêteté de l'éditeur, ça a été pour beaucoup dans notre benchmark. Et on s'est notamment fié à ce que faisait l'industrie en France, en fait, hein, des choix qui avaient été faits. Alors, plus besoin d'un Kaspersky ou autre une fois SentinelOne déployé. Passer les 3 semaines environ d'apprentissage des IA, où on ne donne pas la main à SentinelOne pour agir.
Donc Kaspersky ou autre reste nécessaire et on le désinstalle une fois Sentinel-One activé en mode de protection. Donc c'est pour ça que Grégory, par rapport à ton entreprise, il est bien entendu que quand on met en place Sentinel-One, on laisse Kaspersky en place durant la période de travail. Voilà. Mais on pourra en parler si tu veux rapidement. Donc, alors, merci pour cette présentation.